précision de décharge pour trouver le pronostic vital et fonctionnel et par la suite esthétique. Parce que c'est très important, la prise en charge initiale d'un brûlé, d'accord? Que ce soit un brûlé thermique, un brûlé électrique ou un brûlé chimique, d'accord? Donc, en tant que généraliste, futur généraliste ou même spécialiste pour les gens qui vont faire de la spécialité, c'est très important de savoir prendre en charge un brûlé. Même si vous dites on va se spécialiser, il n'y a pas de problème. Un orthopédiste ou un viscéraliste qui ne peut pas prendre en charge un brûlé, c'est pas quelque chose de normal. Tout médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, doit prendre en charge le brûlé en phase aiguë. Reste après pour la conduite à tenir spécialisée, on oriente les malades vers un centre spécialisé. Par définition, la brûlure, c'est quoi? C'est une destruction du revêtement cutané par un agent externe. Donc, c'est un traumatisme. Par ordre de fréquence, on peut avoir une atteinte de la peau, des tissus sous-cutanés et même on peut avoir même des atteintes osseuses, d'accord? Consécutives à un agent qui soit thermique, radique, électrique ou chimique. Par ordre de fréquence, on a les 80% des brûlures sont des brûlures thermiques. Donc, si on prend d'une façon générale les brûlures, 80% de ces brûlures sont des brûlures thermiques. Vient après les brûlures électriques 15%, on aura après les brûlures chimiques à 3% et les brûlures de radiation pardon, viennent en dernière position. C'est une pathologie traumatique parce qu'il y a une agression contre la peau et les structures sous-jacentes. Elle est fréquente. On va commencer par les brûlures thermiques parce que c'est les brûlures les plus fréquentes. Après, on va voir les particularités de la brûlure chimique et la brûlure électrique. Pour la brûlure thermique, c'est une pathologie traumatique fréquente, mettant en jeu immédiatement le pronostic vital par manque de déshydratation ou manque de la prise en charge ou une prise en charge initiale qui n'est pas adéquate. D'où l'intérêt de savoir prendre en charge un brûlé électrique par n'importe quel médecin. D'accord? Que ce soit un médecin généraliste, un spécialiste ou même un surspécialiste. D'accord? Vient par la suite une atteinte du pronostic fonctionnel, parce qu'en général, on a des atteintes la brûlure, elle cicatrise, mais le brûlé, il garde des séquelles. Il ne peut pas utiliser sa main, il ne peut pas utiliser sa paupière, il ne peut pas fermer ses yeux. Donc, c'est très important. Et en dernier lieu, on a le pronostic esthétique qui est vraiment important parce que la peau, c'est le moi, d'accord? C'est-à-dire, s'il y a une atteinte de la peau, il y a une atteinte du moi. La gravité de la brûlure est jugée sur la surface, la profondeur de la brûlure, de la lésion, pardon, les lésions, et la localisation. Il y a des localisations qui sont vraiment dangereuses, sont graves. D'accord? On peut avoir une petite surface, mais vu la localisation, on classe les brûlures dans des brûlures graves. On a aussi l'existence d'états associés, c'est-à-dire une brûlure qui vient chez un patient diabétique ou un patient épileptique ou un patient hypertendu, elle n'est pas du même pronostic et on ne peut pas la prendre en charge comme une brûlure qui vient chez un adulte jeune qui n'a pas de tard associé. Une brûlure aussi qui vient chez un enfant à bas âge, c'est des brûlures graves parce que la surface, elle est vraiment importante par rapport à la surface corporelle et par rapport à l'immunité. En Algérie, on note 80 000 nouveaux cas par an. C'est vrai, c'est un nombre très, très, très important au service de soins. D'accord? Parmi les 80 000, on a 2 500 qui nécessitent une hospitalisation. Savoir, c'est un chiffre très important. Comme c'est une urgence, c'est un chiffre très important. 1000 cas sont hospitalisés en centre de brûlé. C'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure qu'un brûlé, il peut être pris en charge initialement dans un autre service qui n'est pas spécialisé, un service de réanimation, un service de chirurgie générale ou un service d'orthopédie. La gravité, 0,2% de la mortalité totale annuelle, elle est causée par la brûlure de façon générale et plus précisément la brûlure thermique. 6% des morts sont accidentelles parce que la brûlure en général, dans 80%, elle est accidentelle et dans 90%, il s'agit d'un accident domestique. D'accord? L'accident domestique, il peut être par ignorance, par négligence ou par une imprudence. D'accord? C'est-à-dire, vous manipulez des objets chauds à la maison ou vous cuisinez, ou vous utilisez
vous faites du bricolage pour les brûlures électriques et ça peut entraîner des brûlures. Donc, à 90%, c'est des causes accidentelles. Il y a des causes d'accidents de travail, accidents, pardon, domestiques, il y a des accidents de travail et il y a les accidents, les traumatismes, les brûlures volontaires. Les deux âges les plus importants lors d'une brûlure thermique, on a les deux âges extrêmes, deux pics au niveau, chez l'enfant entre moins de 4 ans, et cela dû à, parce que l'enfant, il n'a pas le réflexe de retirer sa main ou la partie brûlée de la source de la chaleur, parce qu'il ne sait pas, il ne prend pas conscience avec une prédominance masculine. Et chez l'adulte, un pic entre 25 et 44 ans. Pourquoi 25 et 44 ans? C'est l'âge où l'adulte, il bouge, il fonctionne, il touche un peu partout. C'est l'âge aussi de travailler et du coup, c'est l'augmentation des accidents de travail. Le siège le plus souvent, les mains sont atteintes dans 40% des cas. Et qui dit main dit fonction. C'est pour ça la prise en charge d'un brûlé au niveau de la main, c'est une surface vraiment petite parce que la paume de la main du malade, elle est estimée à 1%. Donc, si vous avez une main brûlée au niveau de la face dorsale et la face palmaire, ça va vous faire 2%. Vous vous dites 2%, c'est rien, mais les séquelles et les conséquences peuvent être graves et peuvent être dramatiques si le malade ne peut pas utiliser par la suite ses mains. C'est pour ça un brûlé, il doit être pris en charge correctement et les pansements doivent être faits d'une façon correcte. On va parler après par la suite comment on doit faire le pansement et quelles sont les règles à respecter pour faire un pansement pour essayer d'aboutir à une cicatrisation avec le minimum de séquelles. Parce que qui dit brûlure, cicatrisation dit aussi le risque de rétraction. On peut avoir une cicatrisation, le malade cicatrise, mais la rétraction est. Donc, il faut éviter justement la rétraction. 80%, 68% surviennent à domicile et 3,3% des accidents domestiques sont des brûles. C'est-à-dire qu'on prend de façon, les accidents domestiques en général, 3,3% c'est des brûlures. Il faut garder en tête que tout brûlé est un traumatisé, d'accord? Comme le polytraumatisé, c'est-à-dire si vous avez un brûlé avec une fracture associée, c'est un polytraumatisé, d'accord? Parce qu'il y a deux lésions qui mettent en jeu le pronostic vital. Dans le traitement de la brûlure, il faut garder aussi en tête cette notion que le traitement il doit être local et général. Il ne suffit pas de faire des pansements. Pour avoir et pour sauver la vie d'un brûlé, il faut que le traitement soit général et soit local. Général, c'est-à-dire prendre en charge le malade de façon correcte, faire l'hydratation, voir les retentissements hydroélectrolytiques, les retentissements métaboliques, parce qu'un brûlé, c'est un tout, d'accord? C'est pas que les lésions cutanées. Un petit rappel physiologique, on ne va pas s'étaler sur ça. Vous connaissez que la peau, elle est constituée de trois couches. De l'extérieur vers l'intérieur, on a l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle. Vient après la membrane basale, le derme et l'épiderme. Il faut savoir que la peau est l'organe le plus volumineux du corps. C'est un organe à part, d'accord? À part entière, il fait 2 mètres carrés. Si on étale la peau d'un être vivant, d'un être humain, adulte, elle fait 2 mètres carrés. C'est-à-dire que ce qui explique que la peau, c'est l'organe le plus volumineux de l'organisme. C'est pour ça toute atteinte ou une des surfaces où les brûlures étalées, étendues à des surfaces importantes, entraînent la mort. Parce que vous imaginez qu'il y a un organe qui est vraiment important qui est touché ou 2 mètres carrés qui sont touchés. Sachant que aussi que la peau, elle joue un rôle très important, c'est un organe à part entière et il joue un rôle très important vis-à-vis du traumatisme extérieur, vis-à-vis l'agression extérieure, c'est-à-dire que c'est une barrière. La peau, c'est une barrière. Elle protège le corps et l'organisme contre toute agression externe, que ce soit mécanique, que ce soit microbienne, que ce soit bactériologique. D'accord? Vous imaginez un brûlé de 90% ou 80%, il est dépourvu de 90% de sa barrière. Donc, il est exposé, il est très exposé à toute agression externe, que ce soit les champignons, les virus, les bactéries, ce qui va dégrader son immunité.
La peau aussi, elle joue un rôle très important dans l'immunothermie, c'est-à-dire grâce à la microcirculation. C'est pour ça les grands brûlés, en général, ils font des chocs, des états de choc et ils font des hypothermies. C'est pour ça qu'il faut toujours, on vous dit, il faut couvrir un brûlé. D'accord? Il faut couvrir le brûlé et refroidir la lésion. C'est-à-dire, on refroidit la lésion, mais on doit réchauffer le brûlé. D'accord? Il ne faut pas confondre les deux notions. La peau aussi, elle joue un rôle très important dans la régularisation du métabolisme général grâce aux échanges entre le milieu vasculaire et le milieu interstitiel. C'est pour ça il faut agir correctement au niveau de la phase métabolique qu'on va voir par la suite et un rôle très important dans l'immunité cellulaire. Vous imaginez les quatre rôles qui sont importants de la peau. Si un brûlé est dépourvu d'une partie de sa peau, donc il est dépourvu de ses fonctions. La cause et les mécanismes selon l'agent causal et selon le temps d'application de l'agent causal de la source de la chaleur sur la peau, on aura la constitution des lésions et c'est ce qui va conditionner la profondeur et l'étendue de la lésion. De façon générale et logiquement, quand vous avez une brûlure par un objet solide, la brûlure, elle est un objet solide chaud, la brûlure, elle va être localisée, mais elle va être profonde, d'accord? Parce qu'il y a un contact direct entre la source de la chaleur et la peau, ce qui va entraîner une brûlure profonde, mais reste localisée. D'accord. Les brûlures par le liquide, et surtout chez les enfants, on appelle ça l'emblodissement, c'est-à-dire que l'eau bouillante, elle va couler sur le corps de l'enfant, que ce soit l'eau, que ce soit le lait, que ce soit le café, tout ce qui est accident peut survenir au niveau de la cuisine. D'accord. Les brûlures par le liquide entraînent des brûlures en mosaïque. On dit mosaïque, c'est-à-dire parce on peut trouver dans le même membre, par exemple le supérieur ou le tronc, dans la même zone anatomique, on peut trouver deux types de brûlures. Des brûlures superficielles et des brûlures profondes à la fois qui sont voisinantes. D'accord. C'est pour ça on les appelle mosaïques parce qu'il n'y a, pas une il y a pas qu'un seul type de brûlure, il y a deux types de brûlures. D'accord. Les brûlures par flamme, soit aux hydrocarbures enflammés, sont souvent aussi étendues et profondes. D'accord. On peut avoir aussi des brûlures en mosaïque quand on a une brûlure par flamme de gaz. C'est pour ça, par la suite, dans le prise en charge d'un brûlé, il faut faire l'interrogatoire d'une façon correcte. D'accord. Déjà, en faisant l'interrogatoire, vous pouvez imaginer le type de lésion que vous allez retrouver. D'accord. Selon, si le malade, par exemple, il vient, il vous dit, j'étais agressé, on m'a versé de l'essence, pardon, ou un liquide inflammable et ils ont allumé le feu et vous avez des brûlures profondes qui sont localisées, ça colle pas, d'accord? Donc, l'interrogatoire avec la physiopathologie est très important. Les brûlures par rayonnement, en général, ça donne des brûlures superficielles mais étendues. Il faut savoir que on prend, en termes de brûlure, on prend la température de 44 degrés Celsius. Pourquoi on prend cette température? C'est la température de coagulation de protéines, sachant que la peau, elle est constituée d'une double couche de protéines. On prend la 44 parce qu'au-dessus de 44, on aura une coagulation des protéines et du coup une brûlure, une lésion cutanée. D'accord? Au-dessous de 44, s'il y a un contact prolongé, on peut avoir des brûlures avec une source de chaleur. Mais au-dessus de 44, on aura une coagulation des protéines et du coup, on aura une brûlure et une lésion rapide. Plus on augmente d'un degré, plus un degré de température, plus la profondeur, elle va être très importante. Au-delà de 60 degrés, c'est-à-dire à 60 degrés, on aura une coagulation immédiate des protéines et du coup, on aura une lésion directe. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, si on aura un contact direct avec un objet solide chaud, on aura des brûlures profondes et localisées. C'est en général c'est supérieur à 60 degrés.
Il faut savoir que dans la physiopathologie de la brûlure, que la brûlure passe par deux phases très importantes. En connaissant la physiopathologie, on peut prendre en charge un brûlé, on peut sauver la vie d'un brûlé. Il y a la phase hydroélectrolytique qui dure de la brûlure jusqu'à 48, elle dure 48, 40, 48 premières heures. D'accord? Et on a par la suite la phase métabolique, c'est après les 48 premières heures, la première, jusqu'à la cicatrisation. D'accord. Donc, si vous recevez un malade avant les 48 premières heures, ça ne sert à rien de lui donner de l'albumine, des protides, parce que ça ne sert à rien. Il faut agir sur la phase hydroélectrolytique parce que le patient ou le brûlé va perdre des électrolytes, il va perdre ses électrolytes et on aura un choc hypovolimique très important, d'accord? Donc, en connaissant la physiopathologie, on va adapter, on va conditionner notre prise en charge et on va sauver notre malade. La phase hydroélectrolytique, elle dure, je vous ai dit, 48 heures. Elle engage le pronostic vital parce que si le malade ne reçoit pas sa dose d'hyperhydratation nécessaire, on va avoir un choc hypovolimique et du coup, on aura la mort par la suite. Le choc hypovolimique, il est dû à deux phénomènes. On a l'œdème qui est temporaire et on a l'exsudation. Les exsudations, c'est-à-dire à chaque fois quand on change les pansements, je ne sais pas si vous avez vu déjà le changement de pansement d'un brûlé, le pansement, il est toujours mouillé. C'est les exsudats, d'accord? Donc, si le patient y perd, on doit compenser ces pertes, d'accord? Et c'est ça, la phase hydroélectrolytique. Elle est très importante, surtout en matière de brûlure électrique. On va la voir par la suite. Un brûlé électrique qui n'est pas bien pris en charge initialement, on peut avoir non seulement le choc hypovolimique, mais on peut avoir aussi une insuffisance rénale aiguë qui peut entraîner la mort dans les premières heures, d'accord? Donc, c'est très important de savoir comment hydrater un brûlé. D'accord? Quelle est la race, quelle est la formule adéquate pour hydrater un patient. C'est pas la même quantité pour tous les brûlés. D'accord? L'hydratation, elle est conditionnée par une formule qu'on doit la respecter. Elle diffère entre la brûlure chimique, la brûlure thermique et la brûlure électrique. Vient par la suite la phase métabolique. Je vous ai dit, elle dure à partir de la 48 heures, 48e heure jusqu'à la cicatrisation. Dans cette phase-là, il faut il faut avoir un apport protéique et glucidique très important pour le malade pour qu'il n'épuise pas ses réserves. Vous ne pouvez pas m'entendre? Je suis désolée. Vous m'entendez pas ou le son est médiocre? Si on vous entend, docteur. C'est juste on vous entend mal. C'est loin. C'est loin. Et Oui. comme ça, vous m'entendez? Oui, ça va comme ça. Ah, d'accord. Ok. Je suis désolée, j'ai pas vu les messages. Après, bon, pour les conséquences, il faut savoir aussi que toute brûlure a des conséquences générales et des conséquences régionales, d'accord? La gravité, pour estimer justement les conséquences et pour les estimer, pour essayer de les corriger, on doit évaluer la gravité de la brûlure. On a vu dans l'introduction, toute brûlure est évaluée, sa gravité est évaluée par l'étendue, c'est-à-dire la surface brûlée par rapport à la surface corporelle totale, la profondeur et la proportion de la brûlure profonde, et le siège. Il y a des sièges qui sont particuliers, qui sont à risque, à haut risque, et on a les âges physiologiques du malade ou l'état associé. Pour estimer, on va commencer par l'étendue ou la surface brûlée. Il y a plusieurs formules pour apprécier, pour estimer la surface. On a la règle la plus simple, c'est la règle de 9 de Wallace, d'accord? C'est-à-dire la tête, l'extrémité céphalique, y compris le cuir chevelu, elle est estimée à 1%, y compris le cou. Le tronc, il est estimé à 18%, c'est-à-dire 9% pour la face antérieure, 9% pour la face postérieure. Le membre supérieur
entier, il est estimé à 9%. La région périnéale, elle est estimée à 1%. La région périnéale, elle est estimée à 1%, mais ces brûlures sont classées parmi les brûlures graves, vu le risque infectieux très important dans cette région. Les deux membres inférieurs sont estimés à 18%. Après, pour faciliter, si vous n'arrivez pas à retenir cette règle qui est très facile, vous pouvez utiliser une autre estimation, c'est la paume de la main. La paume de la main du patient et pas la paume pas la main du médecin. La paume de la main du patient, c'est l'équivalent de 1%. D'accord? C'est plus simple. Après, il y a d'autres formules pour évaluer et pour estimer la surface corporelle. Bon, c'est trop détaillé pour vous, mais à regarder et retenir la règle des 9, c'est déjà suffisant pour vous. D'accord. Après l'étendue, on a la profondeur de la brûlure. La profondeur de la brûlure, en fait, elle va s'exprimer cliniquement d'une façon différente entre le premier, deuxième, troisième degré. Il faut savoir que le deuxième degré, on peut le diviser, pardon, en deuxième degré superficiel et en deuxième degré profond. Une chose très importante, il ne faut jamais garder la première estimation de la profondeur. L'estimation de la profondeur, elle se fait après la réhydratation. D'accord? C'est pour ça, un brûlé, il faut toujours le recontrôler et le revoir le lendemain aux 24 heures s'il n'est pas hospitalisé. D'accord? S'il est hospitalisé, bon, il est hospitalisé, on peut le voir en contrôle au niveau du bloc de pansement. Pour les brûlures de premier degré, ça atteint l'épiderme sans toucher le derme, d'accord? Pour les deuxième degrés superficiels, on a une atteinte du derme, mais atteinte partielle de la jonction dermo-épidermique, d'accord? C'est-à-dire ce qui explique pour le deuxième degré superficiel la capacité d'avoir une cicatrisation sans recours à la greffe, parce que vous savez que les cellules souches de régénération se trouvent au niveau de la membrane basale. Et comme la membrane basale, elle n'est pas rectiligne, elle est sinueuse, du coup, on peut avoir quelques parties de la membrane basale qui n'ont pas été touchées par la brûlure et qui vont entraîner une multiplication des cellules souches et par la suite une cicatrisation. D'accord. Mais contrairement aux brûlures troisième degré, c'est des brûlures qui touchent on aura une destruction totale de la membrane basale, d'accord? Ce qui explique l'absence de la tendance à la cicatrisation sans greffe, parce qu'il n'y a pas de cellules de régénération, il n'y a pas de cellules de souche. Du coup, on est obligé de faire la greffe et de ramener un autre tissu cutané de notre partie du site donneur et on doit le mettre sur le site receveur. La profondeur doit être toujours réévaluée après 24 heures et si le maladie n'est pas bien hydraté, on risque d'avoir des brûlures plus profondes. C'est-à-dire si vous recevez un malade deuxième degré superficiel, si vous ne faites pas votre hydratation d'une façon correcte, le lendemain, vous pouvez trouver le deuxième degré qui est devenu un superficiel qui est devenu un profond ou un troisième degré. D'accord. Pour le deuxième, cliniquement, deuxième degré, le premier degré, il est superficiel, il se manifeste en général par un érythème, c'est le fameux coup de soleil. Si vous allez à la plage, vous voyez ça. C'est un simple érythème, une rougeur qui est hyper douloureuse. Le deuxième degré et l'intermédiaire, c'est des flictènes avec socle rouge juif. Et en profondeur, après excision des flictènes, on peut trouver de la peau un peu rosée. Pour le profond, il n'y a pas de flictène et la peau, elle est complètement blanchâtre. Pour le troisième degré, on a l'aspect de la peau blanche cartonnée. Elle perd son élasticité, d'accord? C'est un caractère pathognomonique. C'est-à-dire que quand vous trouvez la peau cartonnée, blanchâtre, c'est-à-dire que c'est une brûlure profonde, d'accord? Vous voyez sur les images un coup de soleil, un type 1 en haut. En bas, on a des flictènes, on doit les exciser. Sur l'image à votre droite, il y a une brûlure en mosaïque. Tout ce qui est rosé, c'est un V2 superficiel et tout ce qui est blanc,
c'est entre le B2 profond et un B3, d'accord? Au niveau du sternum, en présternal, c'est un B3, sinon le reste, c'est un deuxième degré profond, d'accord? Voilà, après excision de flicten, les flictens, c'est très important, il faut les enlever, d'accord? Pour permettre le passage d'un topique local, c'est-à-dire que si on applique un topique, euh, il faut exciser les flictens, d'accord? Voilà un deuxième degré, à phase initiale, à aspect initial et après en détertion, c'est-à-dire la détertion, c'est quoi? C'est l'élimination du tissu mort ou brûlé. Voilà un cas de carbonisation, d'accord? Il faut garder cliniquement les signes pathognomoniques de deuxième degré et troisième degré. Les flictins sont absentes au niveau de premier degré, très présente au niveau du degré de superficie, c'est-à-dire quand vous recevez un malade avec des flictins deuxième degré, c'est-à-dire que c'est une brûlure deuxième degré, d'accord? Et pas un troisième degré, parce qu'on ne peut jamais avoir un brûlure troisième degré avec des flictins. La douleur, plus la brûlure est profonde, plus elle est indolore. D'accord? C'est-à-dire, et là, est due à la destruction des terminaisons nerveuses. D'accord? Plus la brûlure est profonde, plus il y a une destruction des terminaisons nerveuses et du coup, le patient, il ne peut pas sentir. C'est pour ça qu'on fait des incisions de décharge sans, sans anesthésie. D'accord? Parmi les localisations à risque, on note la région, au niveau de la région faciale, on a la région palpébrale, la région, le cou, parce qu'il y a un risque de garrot externe, il y aura une asphyxie, la région péribuccale, parce que c'est une région fonctionnelle, la région axillaire au niveau du cou, de la main, la région périnéale, parce qu'il y a un risque infectieux très important, et on a les pieds, d'accord? Pour les pieds et les mains, c'est un risque fonctionnel. Pour le cou, c'est un risque respiratoire par asphyxie. Et pour tout ce qui est périorbitaire et péri-auriculaire, c'est dû à la fonction. On peut avoir des microstomies, c'est-à-dire une bouche après cicatrisation qui cicatrise en rétraction en une petite bouche, si on peut dire. Et du coup, le malade ne peut pas ouvrir sa bouche. Ici, il est candidat à une urgence chirurgicale viscérale ou autre. Il ne peut pas être intubé, d'accord? D'où l'intérêt d'avoir une cicatrisation. Il faut garder ça en tête. Avoir une cicatrisation en tension maximale. C'est-à-dire, c'est une logique. Quand vous avez une brûlure de la main, de la face dorsale, il faut faire des pansements la main en flexion, c'est-à-dire en position intrinsèque positive. Si vous avez une brûlure de la paume de la main, il faut faire des pansements en extension, d'accord? Il faut séparer les doigts, séparer les orteils, il faut respecter les zones et les unités anatomiques, d'accord? Si vous avez des brûlures au niveau de la face, il faut respecter le sillon rétro-auriculaire aussi, sinon vous aurez un accolement vous aurez une cicatrisation, mais vous aurez des séquelles très importantes et invalidantes, un accolement de l'oreille contre la tête. Et c'est pas vraiment fonctionnel, d'accord? C'est pour ça, pour faire le pansement, il faut respecter la règle il faut garder en tête, il faut avoir une cicatrisation en tension maximale, d'accord? C'est-à-dire, si par exemple, je vous donne un autre exemple, si vous avez une brûlure du cou, le patient doit faire ses pansements et il doit porter un collier au-dessus du pansement, d'accord? Pour avoir une extension maximale. Comme ça, il n'y aura pas de rétraction, il n'y aura pas un accolement du menton au niveau du thorax. Parmi les facteurs de gravité, on a l'âge extrême, c'est-à-dire supérieur à 60. En général, c'est des malades qui ont des tares ou inférieurs à 3 ans. Les pathologies associées, une insuffisance respiratoire, cardiaque, diabète ou autres pathologies. Pour évaluer la gravité de la brûlure, il y a plusieurs règles, il y a plusieurs index, mais le plus important et le plus utilisé, c'est l'index EBS, d'accord, que vous devez le garder. On prend la surface totale de la brûlure, c'est-à-dire un 80%, un 20%, un 30%, et on rajoute 3 fois la surface de la brûlure profonde. C'est-à-dire, si vous avez un brûlé qui est à 20% avec 5% de brûlure profonde, donc on va faire 20 plus 3 fois 5, ça fait 15, et du coup, on aura 35. D'accord?
Et si l'UBS il est inférieur à 40, c'est des brûlures importantes. Entre 60 et 80, c'est des brûlures graves. Supérieur à 150, c'est-à-dire que c'est des brûlures de mauvais pronostic. Devant toute brûlure, il faut préciser l'agent causal, l'heure de survenue. Est-ce que l'accident est survenu dans un lieu ouvert ou fermé pour éliminer justement le syndrome d'inhalation qui peut entraîner la mort par brûlure respiratoire. D'accord. Donc, toute brûlure qui survient dans un milieu clos où le malade a inhalé, c'est une indication d'hospitalisation. D'accord. Pour surveiller le malade et pour faire le traitement adéquat. D'accord. Donc, c'est très important de faire un interrogatoire et de demander les circonstances. Les brûlures respiratoires sont des brûlures mortelles. La mise en place par un abord veineux solide, sondage, c'est très important. Sonde à oxygène, sondage médical pour estimer la réhydratation, est-ce qu'on est bien ou pas, par rapport à la quantité des urines et la coloration des urines, d'accord? Et pour comparer les entrées et les sorties, si le malade fait une insuffisance rénale ou autre, il faut quantifier la diurèse, il faut mettre en place une sonde gastrique. Il faut donner les analgésies et faire une sédation pour les brûlures vraiment importantes. Le pansement arrivant aux choses vraiment importantes, c'est le pansement du Madame, brûlé. Oui, on laisse les questions en dernier, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. d'accord, madame. Pour le pansement du brûlé, il doit présenter plusieurs caractéristiques. Il doit protéger la zone privée de peau, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la peau, c'est une barrière. Donc, on va essayer de remplacer le rôle de la barrière de la peau, d'accord, par un pansement. Il doit favoriser les différentes étapes de cicatrisation, qui sont la détertion, c'est-à-dire c'est l'élimination de tissus morts, le bourgeonnement et l'épidermisation. Il doit être aussi antalgique et confortable, c'est-à-dire on va pas faire un pansement très serré ou un pansement que le malade ne veut pas bouger par la suite. D'accord. Le protocole de pansement, il est standard pour toutes les brûlures. Reste après le topique qu'on doit appliquer. Il diffère selon la localisation et selon la phase de la cicatrisation. C'est-à-dire une brûlure en détertion, on ne peut pas mettre le même topique pour une brûlure en phase de bourgeonnement. D'accord. C'est très important, mais je peux pas m'étaler sur ça, d'accord, parce que c'est un cours à part, les phases de la cicatrisation. Sinon, pour le protocole de pansement, il faut faire une désinfection au dermacide dilué, il faut faire un rinçage au sérum physiologique, ablation et excision des flictènes pour permettre le passage du topique, mettre le topique selon la phase de cicatrisation. Sinon, en premier pansement d'un brûlé, on peut mettre juste du tulgras. D'accord? Il ne faut pas mettre de topique le premier pansement parce que ça peut entraîner des brûlures chimiques. D'accord? Si on met de la flamazine le premier jour du pansement, ça va entraîner des brûlures chimiques. Donc, le premier pansement, on nettoie, on enlève les flictènes et on met du tulgras. Le changement de pansement doit se faire un jour sur deux. On parle, j'insiste, on parle des brûlures thermiques. Ce n'est pas la même chose pour les brûlures chimiques. On va les voir par la suite. Un geste très important, très capital à faire, surtout pour les gens qui veulent se spécialiser, un orthopédiste, un chirurgien orthopédique, il doit savoir faire des incisions de décharge. Les incisions de décharge, c'est un geste chirurgical qui permet justement de sauver le membre. C'est comme le syndrome de Volkmann, c'est un garrot externe pour les brûlures thermiques. Vous imaginez une brûlure circulaire au niveau de l'avant-bras, au niveau de la main, ça va entraîner un garrot externe, on aura un syndrome de Volkmann. D'où l'intérêt de faire des incisions de décharge. Schématiquement, c'est ça, les incisions de décharge, on les fait à ce niveau-là. Après, c'est un cours à part aussi, on ne peut pas s'étaler parce qu'on n'aura pas le temps. Vous voyez sur l'image à votre gauche un syndrome, un brûlure circulaire qui forme un garrot externe et après incision de décharge. Quand vous faites l'incision de décharge, elle est purement cutanée en termes de brûlure thermique, d'accord, parce que c'est un garrot externe. Contrairement aux brûlures électriques, les incisions de décharge, on peut avoir même des aponevrotomies parce que le principe n'est pas le même, d'accord. On peut faire des aponevrotomies au niveau d'une peau saine qui n'est pas brûlée, parce que la brûlure électrique, c'est une autre entité à part par rapport à la brûlure chimique. Au niveau de la main, comment faire des incisions de décharge, des aponevrotomies au niveau des membres inférieurs, bon, on ne peut pas s'étaler, parce que c'est vraiment lent.
et les excisions greffe précoce. C'est une entité récente en termes de brûlure, justement pour éviter les rétractions, parce qu'il faut garder en tête qu'une brûlure qui cicatrise le plus tôt possible, on aura moins de séquelles. D'accord? Si on tarde, il va cicatriser le malade, on va avoir une cicatrisation, mais on va avoir beaucoup de séquelles. Donc, pour diminuer les séquelles, c'est notre objectif de diminuer, c'est notre objectif de diminuer les séquelles. Il faut avoir une cicatrisation le plus tôt possible. Du coup, on a inventé cette l'excision greffe. L'excision greffe précoce, l'objectif, c'est quoi? C'est justement d'avoir une cicatrisation le plus tôt possible et diminuer les séquelles, surtout au niveau de la face et au niveau de la main pour éviter tout ce qui est rétraction, parce que la main, elle est très fonctionnelle. Et au niveau de la paupière, je vous donne un autre exemple. Si vous avez une brûlure de la face et la cicatrisation, elle dure plus de 21 jours, on va avoir un ectropion. Ectropion, c'est quoi? C'est-à-dire que le malade, il ne peut pas fermer son œil. Vous imaginez un brûlé ou une personne qui ne peut pas fermer les yeux, donc il y aura le pronostic visuel qui va être mis en jeu. D'accord? Donc, notre but, c'est quoi? C'est d'enlever le tissu complètement mort, complètement en détertion. On attend justement le principe de l'excision greffe précoce, il se fait à la fin de la détertion. C'est-à-dire, on ne va pas attendre le bourgeonnement, on va faire une détertion chirurgicale. D'accord? On va enlever, vous activez les micros, s'il vous plaît. Et on va enlever le tissu qui est complètement mort. L'excision greffe précoce, elle doit se faire à la fin de la détertion. D'accord? Après, on attend 2-3 jours et on greffe par la suite, surtout par l'innovation de dermes artificiels. Donc, une semaine est suffisante pour faire une excision greffe. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Et une greffe par la suite. Devant tout brûler, il faut faire une vaccination antitétanique obligatoire parce qu'il y a une effraction, il y a une atteinte de la barrière. Faire des examens complémentaires pour voir le retentissement général de la brûlure, d'accord? Parce qu'une brûlure peut entraîner une insuffisance rénale, peut entraîner un choc septique, peut entraîner une anémie par un bourgeon, par une lésion qui saigne trop. Donc, la brûlure a un retentissement général qui doit être surveillé par un bilan biologique un jour sur deux ou de préférence quotidiennement pour les malades hospitalisés en réanimation. D'accord? En cas de brûlure électrique, chose très importante, il faut faire un bilan rénal et un bilan enzymatique parce que durant la brûlure électrique, on a une rhabdomyolyse. Le courant électrique peut entraîner une lyse des cellules musculaires qui sont toxiques pour les reins. D'accord? Donc, le taux de CPK est très important en matière de brûlure électrique. Il faut faire la différence entre une brûlure grave et un brûlé grave. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Une brûlure grave, ce sont des brûlures profondes et étendues, mais un brûlé grave, on dit qu'un brûlé est grave si la surface, elle dépasse 10% de surface corporelle ou au moins de 10% associé à un ou plusieurs paramètres de gravité suivants. On a les âges extrêmes, on a une pathologie précise, la brûlure survient chez un patient qui a des tares associées, la localisation, on a la face, vu le syndrome d'inhalation qui peut être associé, la rétraction qui peut être vraiment prononcée, on a les brûlures au niveau de la main, du cou, du périnée et les brûlures au niveau des articulations. Les brûlures au niveau des articulations sont graves. Pourquoi? Parce qu'il y a la rétraction. Et du coup, si on ne respecte pas les pansements de façon correcte, par exemple, si vous avez une brûlure de la face supérieure du coude, il ne faut jamais faire des pansements coude fléchi. D'accord? Il faut faire des pansements coude en extension. Après, il ne faut pas tomber aussi dans la raideur articulaire, c'est-à-dire faut faire les pansements associés à des pansements, il faut faire une rééducation qui va en parallèle avec les pansements. D'accord? On fait une rééducation en parallèlement au pansement. D'accord? Mais il fait sa séance de rééducation pour éviter la raideur, mais le pansement doit être fait en extension.
Voilà, parmi les paramètres de gravité, on a les brûlures profondes, on a les sévices ou les toxicomanies, c'est des brûlures profondes, et on a les brûlures survenues lors d'explosions. Pourquoi lors d'explosions et d'accidents de la voie publique, les incendies? Parce qu'il y a en général, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais les désactiver, on ne discutera pas par la suite. La brûlure lors des explosions, elle est grave parce qu'en général, elle est associée à un effet blast, c'est-à-dire la projection des objets. Le malade lui-même, le brûlé lui-même peut être projeté et éjecté, et du coup, il y a des traumatismes vont être associés à la brûlure. C'est pour ça que je vous ai dit, la brûlure est un traumatisme, d'accord? Donc, la brûlure, la deuxième des choses, il ne faut pas se baser et se concentrer cutanée et oublier les autres traumatismes qui peuvent être associés. Donc, si vous recevez un brûlé, le brûlé, c'est un malade, c'est un tout. Il faut l'examiner de la tête aux pieds, il faut examiner tous les appareils, d'accord? Il ne faut pas se concentrer et se baser que sur les lésions cutanées, d'accord? Arrivons aux brûlures électriques. On va parler des particularités des brûlés électriques. D'abord, il faut différencier électrisation et électrocution. Des fois, on reçoit des malades par des lettres de liaison qui viennent de nos confrères, et ils disent un malade électrocuté. Électrocuté, c'est l'état de mort apparente après un accident électrique. Électrocution, c'est la mort, d'accord? Donc, si la personne est toujours vivante, on appelle ça électrisation. On n'appelle pas ça électrocution, d'accord? Ça, c'est très important et c'est très capital. Pour tout ce qui est brûlure électrique, il faut garder en tête qu'il y a deux effets. Il y a l'effet excitomoteur et il y a l'effet thermique. Le passage du courant électrique dans le corps va dégager de la chaleur et va entraîner des brûlures. D'accord? Il y a un autre effet qui est l'effet excitomoteur, c'est-à-dire il y a une atteinte des nerfs et il y a une atteinte du muscle. D'accord? Il faut savoir aussi que la résistance au courant électrique, elle diffère selon la structure anatomique. La peau, elle est plus résistante par rapport au vaisseau et par rapport aux muscles et par rapport aux nerfs. D'accord? C'est-à-dire, lors d'un passage du courant électrique à travers le corps, on peut avoir des lésions nerveuses, des lésions vasculaires par thrombose ou des lésions musculaires qui peuvent entraîner des rhabdomyolyses et ne pas avoir de lésions cutanées. D'accord? C'est très, très, très important. Un brûlé électrique, si la peau elle est saine, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de lésions profondes, des lésions, des structures sous-jacentes. D'accord? C'est l'effet iceberg, c'est-à-dire on voit rien de l'extérieur, mais si on fait une incision de décharge, une aponeurotomie, on va trouver le muscle complètement momifié, complètement bleu. On appelle ça en chair de poisson. C'est comme le poisson, vous allez le trouver bleu. D'accord? C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que la brûlure électrique, lors des brûlures électriques, on a un garrot interne. Pourquoi? Parce qu'on aura un œdème au niveau du muscle et le muscle, il est situé dans une aponevrose qui n'est pas extensible et du coup, on aura la compression de vaisseau. Dans la brûlure électrique, il y a deux entités qui peuvent entraîner l'ischémie et l'amputation des membres, soit par une atteinte vasculaire directe, c'est-à-dire le passage du courant électrique va entraîner des thrombis au niveau des vaisseaux et par la suite, et du coup, on aura un arrêt de la vascularisation, une mauvaise vascularisation des extrémités, on peut avoir une ischémie et voire même, on peut aller jusqu'à l'amputation, soit par un effet de compression du vaisseau si la ponevrotomie n'a pas été faite avant les 6 premières heures. D'accord? Donc, durant une brûlure électrique, les ischémies peuvent être de deux origines, soit par lésion directe des vaisseaux, soit par une aponevrotomie qui n'a pas été faite à temps. D'accord? C'est très, 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 très important. Vous voyez sur l'image une brûlure électrique qui a entraîné une perte de substance de presque le trois quarts de la lèvre. C'est un enfant qui a pris un câble électrique entre les lèvres. Donc, c'est très important. La brûlure électrique, elle entraîne des pertes de substances très importantes. Voilà un patient qui était en train de faire un bricolage chez lui. Et en bricolant les deux câbles, il a eu une brûlure électrique
Bon, il n'a rien eu. Pourquoi il a eu une brûlure autour de sa bague? Parce que la bague, elle a attiré le courant électrique, elle a entraîné un effet, des brûlures par effet thermique. D'accord? Voilà une image pardon, d'un membre qui est en ischémie suite à une brûlure électrique. Vous voyez sur la photo que les vaisseaux sont complètement thrombosés. D'accord? On peut les voir par transparence. Voilà un enfant qui a été brûlé. Vous voyez là au niveau de la région axillaire, au niveau du coude, il y a des brûlures. C'est-à-dire que c'est le passage du courant électrique. Alors qu'au niveau du bras, il n'y a rien. La peau, elle est saine. Mais les vaisseaux sont touchés. Je vous ai dit tout à l'heure que la peau a une meilleure résistance au courant électrique par rapport au vaisseau et par rapport au nerf. D'accord. Les cinq circonstances électriques à garder en tête lors d'une brûlure électrique qui conditionnent les lésions sont, on a le voltage, les volts brûlent et les ampères tuent. Il faut garder ça en tête. Plus les volts sont très importants, plus la brûlure, elle est profonde et étendue. Plus les ampères sont très importants, le malade, il tue. C'est-à-dire le courant entre le courant alternatif et le courant continu. Le courant continu, c'est un courant arythmogène, d'accord? On peut ne pas avoir de lésion cutanée, mais on peut avoir un arrêt cardiaque et cela dû à une arythmie, d'accord? Le courant continu entraîne, il est plus arythmogène que le courant pardon, alternatif. C'est pour ça qu'il faut faire un bon interrogatoire par rapport au type du courant. Et la résistance, je viens de vous expliquer la résistance des tissus par rapport au courant. Vous voyez ça sur l'image à votre gauche, on a le malade, il est en syndrome main en griffe, d'accord, syndrome de Volkmann. Vous voyez la peau, c'est l'aspect iceberg, je vous ai dit tout à l'heure. On a fait une petite incision, on a fait une incision avec une aponeurotomie. Je ne sais pas si vous voyez là, vous arrivez à voir la coloration du muscle, il est complètement bleu. D'accord? Mais on a pu sauver le membre. Chez ce patient, si on n'avait pas fait cette incision, le malade aurait perdu sa main. Voilà la même chose. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez la tuméfaction au niveau du poignet? La tuméfaction au niveau du poignet, on a fait une incision. Vous voyez, le muscle a fait hernie. Pourquoi il a fait hernie? Parce qu'il était sous tension, donc on était obligé de décharger. Le courant électrique, quand il touche l'organisme, il y a trois mécanismes très importants. Soit il passe directement dans le corps, on appelle ça électrisation vraie, soit il passe amorcement entre deux pôles et on appelle ça un arc. Le flash électrique, il est considéré comme brûlure thermique, pardon, parce que c'est l'effet de la chaleur dégagée lors d'un court-circuit entre le positif et le négatif. Donc, lors d'une brûlure électrique, il y a trois mécanismes. On a l'électrisation vraie, on a l'arc électrique et on a le flash électrique. Le flash électrique, si vous recevez un malade qui est victime d'un flash électrique, il faut toujours envoyer le malade en ophtalmo en urgence parce que l'intensité de la chaleur entraîne des brûlures cutanées et l'intensité de la lumière entraîne des brûlures de la rétine. D'accord? Donc, il faut envoyer votre malade rapidement en ophtalmologie. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que la brûlure électrique entraîne des thromboses, une rhabdomyolyse qui est néphrotoxique, une insuffisance rénale aiguë et le risque majeur, c'est l'hypercalémie. On peut avoir un décès par hypercalémie, d'où l'intérêt d'une surveillance adéquate par un bilan biologique jusqu'à 2 fois par jour. Pour le remplissage d'un brûlé électrique, c'est la règle d'Evans fois 2, c'est-à-dire la règle qu'on fait pour le brûlé thermique multiplié par fois 2. La règle d'Evans, c'est quoi? On prend la surface brûlée fois 2 fois le poids du malade, d'accord? Plus 2000 cc. C'est ça la règle d'Evans. Je répète, on prend la surface brûlée fois 2 fois le poids du malade plus 2000 cc. D'accord? Ça, c'est la règle de remplissage. D'accord? On fait des alternances entre le sérum salé et le sérum glucosé.
on passe la moitié, on prend la quantité qu'on va avoir, on va la diviser en deux. Les 48 premières heures, comme c'est la phase hydroélectrolytique qu'on doit agir, on va passer la moitié de la quantité obtenue durant les 48 premières heures. Et le reste, on va le répartir sur le reste de la réhydratation. La brûlure électrique chez une femme enceinte peut entraîner la mort fœtale. Chez un brûlé électrique, il faut couper le courant, un électrisé et pas un électrocuté. Il faut couper le courant, isoler le malade, isoler la victime, faire des réanimations, faire des soins locaux si possible et il faut le transporter vers un centre spécialisé. Voilà, c'est le milieu. Il faut faire un ECG. Bon, l'ECG surtout pour les courants de la maison, d'accord, parce qu'il entraîne des troubles du rythme cardiaque, d'accord. La brûlure chimique en troisième catégorie, on a les brûlures chimiques. Les brûlures chimiques sont peu fréquentes, mais elles sont très graves, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles entraînent des lésions, non seulement des lésions cutanées localisées, mais des pathologies générales, une atteinte générale. Il y a certains produits chimiques qui entraînent une hypocalcémie et du coup, on aura la mort immédiate après contact, après brûlure chimique. Même la surface, elle est petite. D'accord, on peut avoir une surface à 5 à 10% et on aura la mort du malade parce que le produit, il a entraîné une hypocalcémie. Pour certains produits, il faut faire une supplémentation très urgente en calcium. On va la voir par la suite. Voilà, il faut faire un bon interrogatoire pour apprécier et pour estimer la profondeur de la brûlure. On a les corrosifs, on a les acides et les bases. Il faut savoir que les bases sont très graves parce qu'ils entraînent une nécrose de liquéfaction. Par contre, les acides entraînent des nécroses de coagulation. C'est-à-dire quand l'acide il touche, il se coagule et c'est bon. Par contre, les bases, ça continue et ça continue en profondeur. D'accord? Il y a les irritants, il y a les solvants, les détergents, les lacrymogènes et les agents réfrigérants comme le crayon 12. C'est très dangereux. D'accord? Bon, je suis obligée de faire vite un peu. Pour les lésions cutanées, on peut avoir trois mécanismes. Lésions par ruissellement, c'est-à-dire c'est le passage, l'écoulement du produit sur le long du corps. On a les lésions de criblage, quand vous voyez sur la photo, c'est des petits points punciformes. Et on a l'immersion, c'est-à-dire que c'est tout le malade, tout le membre qui a été plongé dans le produit chimique. Ça, c'est une brûlure chimique chez une patiente qui a fait de la kératine. Devant un brûlé chimique, il faut retirer le malade, il faut faire un rinçage, sauf pour le crayon, il faut faire un rinçage, il faut pas faire un rinçage, d'accord? Parce que le rinçage va aggraver la brûlure. Il faut garder en tête qu'il faut jamais neutraliser une acide par base ou une base par un acide. En prévention, j'espère qu'on aura le temps pour discuter. En prévention, il y a trois types de prévention. La primaire pour diminuer les incidences par des campagnes d'information, augmenter la sécurité, c'est-à-dire contrôler tout ce qui est eau supérieure à 60 degrés, parce que je vous ai dit tout à l'heure, à 60 degrés, on a une coagulation immédiate. Secondaire, elle diminue la gravité par formation du corps médical et paramédical. Et tertiaire, elle vise à diminuer les séquelles et les morbidités par la prise en charge dans un centre spécialisé. Vous pouvez poser vos questions, mais on n'a pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, il y avait Madame, Oui, justement. euh, quand la peau est cartonnée, que les vaisseaux sont atteints et qu'on veut D'accord. faire un remplissage ou bien une injection, comment procède-t-on? On ne peut pas faire un remplissage dans une zone qui est brûlée. On ne peut pas faire une voie dans une zone qui est brûlée. D'accord. En général, on trouve un point où on peut faire. C'est par rapport à ça, c'est à votre question, c'est ça? Oui, madame. Voilà. On fait jamais
d'abord veineux où on pique au niveau d'une zone brûlée, d'accord? Sauf si on a un malade à 100% qui est vraiment rare, d'accord? À 100%, il ne va pas tenir. On fait un cathé central au niveau jugulaire, au niveau fémoral, pour éviter justement, mais c'est proscrit de faire un abord veineux, pardon, dans une zone brûlée parce qu'il n'y a pas la barrière et c'est un risque infectieux, d'accord? On risque d'avoir une vinite par la suite et on va compliquer les choses. Quel est le plus urgent? Est-ce que l'incision de décharge ou bien le remplissage? Bon, l'incision, il faut faire l'incision de décharge s'il y a une indication et le remplissage, il est très important. Mais l'incision de décharge, elle doit se faire avant les 6 premières heures, d'accord? Par contre, le remplissage, on a 48 heures. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend la moitié, on va la faire passer dans les premières heures. Après, le reste, on va le répartir. La règle des 20, c'est 2 fois la surface fois le poids plus 2000 cc. D'accord? On va la multiplier par 2 en cas de brûlure électrique. Pourquoi chez la femme enceinte le brûler? Parce que enceinte brûlée, on ne fait pas de greffe. Ah, parce que la femme enceinte, elle est protégée par les hormones, d'accord? Et les hormones, y compris les facteurs de croissance, elle est bien imprégnée, donc la régénération cellulaire, elle se fait rapidement. Décision déjà indiquée en cas de brûlure circulaire uniquement. En cas de brûlure circulaire, oui, pour les brûlures thermiques. Par contre, pour les brûlures électriques, c'est en cas d'hypertension. C'est-à-dire, la palpation, on palpe une tension, donc on est obligé de remplir. Bon, monsieur, remplir. La prise en charge des tropions en phase séculaire. C'est de faire une libération, avoir une tension maximale et faire la greffe par la suite. Quand la surface d'un membre n'est pas touchée en totalité, comment peut-on estimer la surface du brûlé? Quand la surface d'un membre n'est pas touchée en totalité. C'est l'utilité justement de faire la pompe de la main du malade qui est estimée à 1%. Il y a une différence entre l'arc électrique. L'électrisation vraie, c'est le passage dans le corps. Par contre, l'arc, c'est comme son nom l'indique, c'est un arc, c'est l'amorçage entre deux, c'est un court-circuit qui touche d'une façon périphérique la victime. Il y a trop de questions. Les localisations, on greffe toutes les zones brûlées 3e degré profond. On greffe tout. D'accord? Que l'injection intra-osseuse est une solution pour pouvoir faire des injections. Non, osseuse, pourquoi faire? Je n'ai pas compris injection intra-osseuse. Quel est l'élément le plus grave? Est-ce que l'étendue ou bien c'est les deux à la fois, d'accord? Ça dépend. C'est pour ça que je vous ai dit, un brûlé, c'est au cas par cas. Et ça dépend, il faut estimer la gravité. L'incision, on l'a fait sous anesthésie. Non, les incisions des charges en général, on les fait sans anesthésie générale parce que on va pas endormir un malade. C'est des brûlures profondes. Je vous ai dit, durant les brûlures profondes, on aura une destruction des terminaisons nerveuses. Donc la peau, elle est cartonnée, elle n'est pas sensible, donc on peut inciser le malade, il sent rien. Tout le corps est brûlé, comment on fait pour les injections? C'est très difficile. Vous passez en chirurgie plastique, vous allez voir. Pour les brûler à 100%, d'accord? Pour les incisions de décharge, est-ce qu'ils sont incisés au bloc? Non, on les fait aux urgences parce que c'est des urgences et on les fait sans anesthésie, ni blocs locaux régionaux, d'accord? Après, on peut faire des compléments parce qu'après remplissage, on peut parfois rajouter quelques incisions, d'accord? Parce que le remplissage, il va augmenter l'œdème. Les localisations où on peut les greffer. On greffe tout le corps. Mais après, ça dépend. La greffe, elle diffère d'une zone à une autre. Il y a des zones où on est obligé de faire une greffe de peau totale. Il y a des zones où on peut faire des mèches, des greffes en mèche grasse. Incision de décharge est systématique plutôt les brûlures. Non, c'est les brûlures circulaires, pardon. Les incisions de décharge, on ne peut pas les faire systématiquement pour une brûlure. Une brûlure qui n'est pas circulaire, il n'y a pas un syndrome de Volkmann. Pourquoi inciser? C'est la même conduite que pour l'enfant que pour. Après, c'est pas la règle des 20, d'accord? Pour l'enfant, il y a la règle de Carvajal. C'est pas la même chose. Bon, j'ai oublié de la mettre, hein. Je suis désolée.
pour le risque vital, c'est l'étendue de la brûlure, sachant qu'il y a une insuffisance rénale et la majorité des patients meurent à cause de ça. Ou bien la profondeur. C'est pas que la profondeur et c'est pas que l'insuffisance rénale, parce que le brûlé, s'il n'est pas bien portant, il va épuiser ses réserves, il va avoir un choc septique, il va avoir une défaillance multiviscérale. Donc, si la prise en charge n'est pas adéquate et la surface elle est vraiment importante, le problème, c'est avec nos patients, c'est qu'ils ne s'alimentent pas. Psychiquement, ils ne sont pas bien. Et du coup, l'immunité, elle est vraiment diminuée. D'où l'intérêt d'avoir une bonne alimentation, d'accord? J'ai eu une brûlure étendue de tout le membre supérieur. Comment je l'estime? C'est à 9%. Tout le membre supérieur, c'est à 9%. Circulaire, hein, d'accord. Après, s'il y a une partie qui n'est pas touchée, vous estimez la partie qui n'est pas touchée. Si elle est à 2%, 1%, donc 9 moins 2 égale à 7. L'excision avant 6. Non, quelle excision? L'excision greffe précoce, l'excision, elle se fait après, à la fin de la détertion. La détertion, au niveau de la cicatrisation, il y a 3 phases. On a la détertion, c'est-à-dire l'élimination du tissu mort, qui peut durer jusqu'à 3 à 4 jours, on peut aller jusqu'à 10 jours. Après le bourgeonnement et après l'épidermisation, d'accord? Brûlure profonde, ça veut dire... Non, brûlure profonde, c'est la profondeur et circulaire, c'est l'étendue. Circulaire, c'est-à-dire elle touche tout le membre, par exemple, tout l'avant-bras, d'une façon circulaire, mais elle peut être superficielle. La brûlure profonde, c'est-à-dire que c'est une brûlure dans les couches de la peau. Un deuxième degré profond, ça touche l'hypoderme. Non, justement, ça ne touche pas l'hypoderme. L'hypoderme, quand il est touché, c'est le 3e degré. L'incision avant. Ah oui, les incisions de décharge doivent être faites avant les 6 premières heures, d'accord? Et on doit les réévaluer après remplissage. Pourquoi on doit les évaluer après remplissage? Parce que après remplissage, on aura une augmentation de la tension intramusculaire et on aura de l'œdème. Et du coup, on doit évaluer. Si les fixés ne sont pas incisés, ça donne quoi? Vous imaginez une coque, si on peut dire, hein, avec le langage courant, une coque qui n'est pas enlevée. Elle va sécher par la suite, et elle va être collée à la peau. On va augmenter le risque infectieux, d'accord? Donc, il n'y a pas mieux de l'enlever. Si vous recevez un malade et vous devez le recontrôler le lendemain, il faut envoyer les fixins pour, pour diminuer le risque infectieux et pour augmenter la pénétrance du produit, du topique. La différence entre 2e degré superficiel et 2e degré profond, c'est pas la même chose. Le 2e degré superficiel, il touche pas la membrane basale. Par contre, le profond, il touche d'une façon partielle la membrane basale. Il y a trop de questions. Dans la brûlure électrique, le remplissage est double par rapport aux brûlures thermiques. Oui, c'est les 20 fois 2. C'est-à-dire 2 fois la surface brûlée fois le poids du malade plus, plus 2000. Pourquoi on prend 2000 cc? Parce qu'un être humain, la ration de base, c'est-à-dire qu'il doit prendre par 24 heures, il doit prendre 2000 cc. D'accord? Donc, on va rajouter à 2000 cc 2 fois la surface fois le poids. Les 20, la moitié de... D'accord. Les 20, c'est quoi? Les 20, on va calculer. Par exemple, on aura 25 000, par exemple. Par exemple, disons 40 000 cc. 40 000 cc, on va la diviser en deux. On aura, pour les grandes surfaces, on aura 20 000 cc et 20 000 cc. Les 20 000, la première moitié, on doit la faire passer durant les 8 premières heures. On a 24 heures. On a 24 heures. Les 8 premières heures, on va faire passer la moitié. Le reste, on va le diviser les 16 heures qui restent. D'accord? Est-ce que c'est bien clair ou pas? Peut-on utiliser la règle Vous pouvez répéter, madame, s'il vous plaît. la règle des 20? C'est quoi? Fois le poids, fois la surface, plus 2000 cc. D'accord. Par exemple, on fait notre calcul et on obtient 40 000 cc. D'accord, 40 000 cc. 40 000 cc, on va la diviser en deux. On aura 20 000 et 20 000. Les 20 000, on est obligé de les faire passer durant les 8 premières heures, les 24 heures. D'accord. Il reste 16 heures.
Les 16 heures et demie, on va faire passer le reste. Ce qui reste, qui est 20 000. Je ne sais pas ce que vous avez compris ou pas. Pour la règle des 9, elle n'est pas vraiment appliquée pour l'enfant, d'accord? C'est une règle de secours si vous n'avez pas le temps. Sinon, il y a tout, j'ai mis tout à l'heure le tableau d'Hollande. C'est le plus utilisé pour estimer la surface d'un brûlé enfant. Et la brûlure chez l'enfant, elle est estimée selon l'âge, d'accord? Après, la règle des 20, le remplissage, il se fait durant 24 heures. D'accord. On va faire les 24 premières heures. Je vous ai dit, on va prendre la moitié de la quantité obtenue durant les 8 premières heures. Après, le reste, on va le 8 plus 16, ça va nous faire 24. C'est ça. Vu que le remplissage va aggraver les brûlures circulaires, donc on doit commencer par non, on ne fait pas d'incision-décharge s'il n'y a pas d'indication, d'accord? Si on est en face d'une brûlure circulaire profonde au niveau du cou, au niveau des membres, au niveau du tronc, on fait de notre incision-décharge. Et après remplissage, on réestime, d'accord? Le problème se pose pour les brûlures deuxième degré profond, où l'incision-décharge n'est pas indiquée. Mais après remplissage, on doit évaluer justement, réévaluer, parce qu'un deuxième degré profond, normalement, il n'est pas à inciser, d'accord? Sauf pour les brûlures circulaires, des fois, on fait des incisions de décharge après le remplissage, d'accord? Au niveau du tronc, pourquoi on fait le thorax surtout, pourquoi on fait des incisions de décharge? Parce que pour les brûlures profondes et carbonisées, le thorax, il va perdre, on va pas avoir l'ampliation thoracique normale. On peut pas avoir les mouvements thoraciques d'une façon normale. Du coup, on est obligé de faire des incisions pour faciliter justement l'ampliation thoracique. Comment calculer la quantité? Il y a une formule de Carvajal. C'est trop compliqué pour vous. Vous n'aurez pas ça comme question. Non, c'est pour vous, en tant que médecin généraliste, une heure, c'est pas suffisant pour donner la formule. Après, comment calculer la quantité? Comment peut-on évaluer la prise de la greffe? On fait bon, c'est trop spécialisé pour vous. On fait la greffe et on touche pas le pansement pendant 3 à 5 jours. Et par la suite, on enlève le pansement et on va voir si la greffe a bien pris ou pas. Quand est-ce qu'on applique les pommades cicatrisantes? Et justement, il fallait faire un cours sur la cicatrisation, d'accord? Chaque étape de cicatrisation a ses topics, d'accord? Pour la dépertion, il y a des topics spéciaux justement pour accélérer l'élimination des tissus morts. Pour le bourgeonnement, il y a des pansements pro-inflammatoires pour augmenter la multiplication cellulaire et avoir un bourgeon. Pour l'épidermisation, c'est-à-dire pour les brûlures deuxième degré superficielle ou pour le deuxième degré intermédiaire à profond, on fait des pansements spéciaux justement pour augmenter l'épidermisation. On continue l'hydratation jusqu'à 48 heures, oui. Après, par la suite, on fait un bilan biologique, FNS, une FNS, des électrolytes, le dosage des électrolytes et on évalue notre hydratation. Si on voit que le malade a toujours une hémoconcentration par hématocrit très élevée, on est obligé d'augmenter la réhydratation. Si le bilan normal, le biologique, il se corrige, on va garder que après, hein, après les 48 premières heures, on va garder que les 2000 cc de base. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les 2000 cc, c'est la ration de base. J'espère que j'étais claire pour vous. Et il faut garder une chose très importante, les solités d'hydratation. Bon, tout ce qui est pratique, tout ce qui se passe sur le plan pratique, on utilise en alternance entre sérum salé, sérum glucosé. On rajoute à ça les électrolytes selon notre bilan biologique. Après, il y a les ringers lactates qu'on peut les utiliser justement pour faire l'hydratation. Le courant électrique des maisons est alternatif. D'accord? Les troubles du rythme est causé par le courant alternatif.
Les troubles du rythme, bon, le courant alternatif, il est aussi arythmogène, mais le courant continu, il est plus arythmogène. J'ai dit plus. Il est 3 à 4 fois plus arythmogène que le continu, que l'alternatif, pardon. Mais l'alternatif, il est arythmogène aussi, d'accord? Un brûlé, quand vous recevez un brûlé victime d'un accident domestique, il faut commencer par le CG et l'insuffisance rénale, d'accord? Examiner la fonction rénale parce que ça peut entraîner une défaillance rénale. Et par contre, les brûlures, je vous ai dit tout à l'heure que les ampères tuent, soit par un problème cardiaque ou un problème rénal, et les volts brûlent. Les brûlures par haut voltage, ça entraîne des brûlures, d'accord? Justement, l'indication de l'albumine, elle survient dans la phase de métabolique. C'est après les 48 premières heures, on rentre dans la phase métabolique où le malade doit avoir un apport hyperprotéique, hypercalorique, hyperglucidique, d'accord? Et l'albumine, on va supplémenter nos malades par l'albumine, mais on doit faire aussi un bilan biologique en dose d'albumine. Tout dépendra de son taux. S'il est à un taux correct d'albumine, ça ne sert à rien de rajouter, d'accord? Après, s'il a une hypoalbuminémie, on est obligé de rajouter jusqu'à 3 à 4 flacons par jour. La flamazine et la biafine, c'est pas la même chose. La flamazine, c'est un produit de détergent. La flamazine, on applique pour les brûlures profondes, justement pour accélérer la détergent et l'élimination parce qu'il contient des enzymes protéolytiques. Protéolytique, c'est quoi? C'est-à-dire, il va entraîner une dégradation, une détergence chimique des tissus morts. D'accord? La biafine, c'est pas la même chose. La biafine, c'est un topique cicatrisant. D'accord? C'est pas la même chose. L'antibiotique systématique. Justement, l'antibiothérapie, elle n'est pas systématique chez un brûlé, sauf si dans la phase aiguë. Hein. Dans la phase aiguë, durant les 48 premières heures, on peut ne pas administrer un antibiotique, sauf s'il y a une incision des charges qui a été faite. Mais par la suite, vu que il y aura la détertion, il y aura l'élimination du tissu mort, du coup, le patient il sera dépourvu de sa barrière, donc on est obligé d'administrer l'antibiothérapie. Mais sur le plan pratique, pour les malades hospitalisés ou les malades diabétiques, on est obligé de prescrire des antibiotiques vu les conditions sanitaires et l'immunité du malade. D'accord? Devant toute brûlure. Devant toute brûlure, d'une façon générale, brûlure thermique, il faut faire, c'est la biologie, d'accord? Après, c'est au cas par cas. Si vous avez un traumatisme associé, si vous avez une explosion de gaz ou un accident de la voie publique, il faut faire des examens selon les signes d'appel. Quel est le type de choc qu'on aura? Brûlure septique ou volumique. Le choc volimique, en général, on le trouve précocement, d'accord? Et le choc septique, ça vient par la suite parce que le malade, il va être dépourvu de sa barrière, donc il va être exposé au risque infectieux plus que les autres patients, d'accord? Donc, plus la surface est importante, plus le malade risque d'avoir développé un choc septique après la détertion, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une élimination des tissus morts, du coup, il sera vraiment dépourvu. Parce je vais vous expliquer, un brûlé qui a une brûlure profonde, la peau, elle ne va pas jouer son rôle de barrière, mais elle y est toujours, d'accord? Donc, ça protège plus ou moins contre tout ce qui est infection, d'accord? Si, en fait, c'est une balance, il faut savoir la gérer. Si on laisse la peau morte, il y a un risque infectieux local. Si on l'enlève précocement, l'organisme sera exposé aux agents microbiens. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'excision, greffe précoce ou la détertion doit se faire au moment convenu. D'accord? Parce que si on va faire une excision précoce, on va exposer précocement notre malade aux agressions micro-organismes